Bonjour à tous. Effectivement, sur ce vaste sujet, les enjeux de sécurité alimentaire face au changement climatique, j'aimerais apporter quelques éléments d'information, quelques éléments de réflexion à partir de travaux, notamment à partir de travaux qu'on a réalisés à la fois à Pluriagri, l'association Pluriagri, et à la Fondation Farm, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde. Je pense qu'en effet, c'est un sujet qui est beaucoup étudié. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de chiffres qui circulent. Donc, il se trouve qu'à Farm, d'un côté, on a fait travailler un chercheur du CIRAD qui s'appelle Bruno Dorin, et qui a apporté des éléments de réflexion sur l'impact sécurité alimentaire ou prospective sécurité alimentaire hors changement climatique d'ailleurs, mais en se fondant, en s'appuyant sur le rapport de la FAO de 2012, qui fait, à tort ou à raison, un petit peu référence en la matière. Dorin, vous allez le voir, a développé un certain nombre d'éléments donc tirés de ce rapport de la FAO. Et puis, on a, à Farm, complété, si on peut dire, en tout cas, essayé d'approfondir le sujet en introduisant dans ces éléments prospectifs basés sur la FAO et développés par Dorin, des éléments sur un impact possible, plausible, en tout cas, du changement climatique en Afrique subsaharienne. Et enfin, les derniers travaux sont ceux réalisés à la demande par l'INRA, à la demande de Pluriagri, qui ont été présentés dans un colloque en octobre dernier, donc c'est assez récent, et qui fournissent une prospective sur l'évolution du système agroalimentaire de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, avec une composante impact changement climatique. Vous l'avez bien compris sans doute, ces éléments impact du changement climatique sont hautement incertains. Néanmoins, il est intéressant, je crois, d'essayer de se donner quelques hypothèses et de situer au moins quelques ordres de grandeur pour évaluer à peu près un impact possible sur la production, sur les échanges, bref, sur le système alimentaire. Commençons par quelques éléments très basiques, si on peut dire, qui sont donc fondés sur le rapport de la FAO de 2012, qui a été repris, en quelque sorte, développé par Bruno Dorin, qui en a fait une transcription en calories végétales. Ce que fait le rapport de la FAO, il fait des projections en tonnes pour la plupart des produits agricoles et par région. Et Bruno Dorin, à la demande de Pluriagri, donc, il a fait essentiellement deux choses. D'une part, il a opéré en ayant accès aux fichiers sources qui étaient à l'origine du rapport de la FAO. Il a redécoupé géographiquement disons la géographie qui était présentée par la FAO pour faire apparaître des régions qui étaient un petit peu indistinctes, faire apparaître précisément l'Europe, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, Moyen-Orient et quelques autres régions, premièrement. Et deuxièmement, donc, et surtout, il a transcrit tout ça en équivalent calories alimentaires végétales. Alors, c'est intéressant, ça a bien sûr également sa limite, mais je dirais qu'un des principaux points d'intérêt, c'est de pouvoir assez rapidement dégager quelques éléments synthétiques et de ne pas trop se perdre dans des chiffres qui sont donc extrêmement nombreux. Alors, premier élément un petit peu évident, mais situons les choses, une forte hausse de la demande alimentaire, puisque, vous le voyez, l'augmentation projetée de la consommation alimentaire totale, alors en équivalent, donc calories alimentaires végétales, entre 2006, qui est la moyenne 2005, 2007 et 2050, monde plus 56%, on retrouve là indirectement le fameux chiffre, si je puis dire, parce il est toujours très très abondamment cité, comme quoi il faudrait augmenter la production alimentaire mondiale de 60%. Bon, voilà. Dorin, et heureusement, je dirais, retrouve d'une autre manière pratiquement ce chiffre de 60%. Mais au fond, si on regarde les choses historiquement depuis le début des années 60, en pourcentage, c'est peut-être pas forcément si énorme, ces 60%.
C'est probablement plus intéressant de se focaliser en particulier sur l'Afrique subsaharienne, et je reviendrai sur les raisons pour lesquelles cette région est particulièrement importante. Vous voyez que là, on a une augmentation de la consommation projetée multipliée par pratiquement 2,6. Ça veut dire que si cette augmentation se réalise, bien sûr, la consommation, la disponibilité, plus exactement alimentaire moyenne par tête en Afrique subsaharienne, atteindrait en moyenne, évidemment, à chaque fois c'est de la moyenne, à peu près le chiffre magique de 3000 kilocalories par personne, qui est celui autour duquel on considère à peu près que la sécurité alimentaire en moyenne est à peu près atteinte. ANMO, c'est Afrique du Nord, Moyen-Orient, augmentation de la demande d'à peu près 3/4, et Asie, un peu plus de 50%. Ça, c'est pour la demande. La production, est-ce qu'elle suivrait? Bon, au niveau mondial, oui, forcément, c'est arithmétique. Au niveau de la production en Afrique subsaharienne, l'augmentation de la production serait très très voisine de celle de la consommation, vous le voyez, multipliée par 2,6. En Afrique du Nord, Moyen-Orient, l'évolution de la production marquerait un pas, elle serait légèrement inférieure à celle de la demande, et de même en Asie, légèrement inférieure à celle de la demande. Ce qui, mathématiquement, en quelque sorte, mécaniquement en tout cas, attribue de fait un rôle important, un rôle prépondérant de plus en plus important, en tout cas aux échanges mondiaux, pour assurer globalement la sécurité alimentaire, sachant que la FAO, ou plus précisément les calculs de Dorin basés sur les projections FAO, envisage une hausse des importations nettes de calories alimentaires. Vous le voyez pour les calories végétales. Alors, en Afrique subsaharienne, ASS de 130%, 252% pour calories animales. Forte augmentation également en Afrique du Nord, Moyen-Orient, plus de 80%, et 65 à 80% également pour l'Asie. Donc là, ce sont des chiffres assez élevé, sachant que, je vais y revenir, pour certaines régions, en particulier la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, on part déjà de situations dans lesquelles la dépendance aux importations alimentaires est assez forte, mais je reviendrai sur ce point dans quelques instants. Alors, ça c'est ce qu'il y a de plus connu, ce que je viens de vous présenter, de le rappeler sous une forme un peu différente qui est celle de Dorin. Un ou deux commentaires là-dessus déjà. Le premier commentaire, c'est qu'en réalité, ces projections sont assez largement dépassées. C'est assez largement dépassé parce qu'elles s'appuient sur une projection démographique qui est celle de ce qu'on appelle la révision 2008, donc des perspectives démographiques de l'ONU. Or, il se trouve qu'au mois de juillet, si ma mémoire est bonne, dernier, il y a quelques mois donc, est parue la révision 2015 et qui établit que à 2050, la population mondiale pourrait atteindre un petit peu plus de 9,7 milliards de personnes, ce qui représente une augmentation de 6% par rapport à la révision 2008. Et l'essentiel de cette augmentation à 2050 concerne en fait très largement l'Afrique subsaharienne, puisque la révision 2015 attribue un surcroît de 450 millions de personnes, d'habitants, en Afrique subsaharienne, soit une hausse de 26% par rapport à la projection 2008. C'est assez, je trouve que c'est assez surpris d'ailleurs, voilà, ce chiffre tellement cité de la FAO, du rapport 2012, en réalité, il est très largement dépassé. Ça veut dire quoi? Sans entrer dans trop de chiffres, simplement, voilà, les conséquences pour l'Afrique subsaharienne à 2050, par rapport donc aux tendances FAO 2012, c'est soit une hausse moins forte de la consommation calorique par tête, et la fragile augmentation vers les 3000 kilocalories par tête pourrait être remise en cause, ou en tout cas une augmentation qui devrait être encore plus forte de la production ou des importations pour effectivement atteindre un niveau moyen de sécurité alimentaire dans cette région. Un autre commentaire, c'est que souvent on se polarise un peu sur ces chiffres, et évidemment il y a beaucoup de raisons, de bonnes raisons de le faire, mais d'une certaine manière, je pense qu'il y a un débat qui est un peu escamoté, qui est peut-être d'ailleurs plus délicat, on va le voir,
Et je dirais que le focus sur la production tend à cacher un enjeu de productivité. On parle volontiers de la production, on parle beaucoup moins volontiers de la productivité. Je voudrais m'étendre un petit peu là-dessus. En fait, quand on revient donc aux projections de base de la FAO, on voit que plus de 90% de l'augmentation de la production mondiale alimentaire, en équivalent calories végétales, viendrait de la hausse de la productivité de la terre. Je dis productivité de la terre, effectivement, c'est essentiellement les rendements des cultures, c'est aussi un effet double, voire triple culture quand on peut en faire, en fonction de l'irrigation, en fonction du climat. Bon, donc c'est essentiellement les rendements, mais enfin, il ne faut pas complètement négliger cet aspect double ou triple culture, qui est assez directement lié à l'irrigation. Alors, les surfaces cultivées dans la projection FAO augmenteraient de 4% en 2006 et 2050, chiffre qui en réalité cache de profondes recompositions régionales, baisse en Europe et en Amérique du Nord, augmentation en Amérique latine, augmentation en Afrique subsaharienne, vous le voyez, plus 1%. Mais le point principal que je voudrais faire, c'est surtout voilà, la productivité de la terre qui augmenterait, elle, au niveau mondial de plus 50% et de 120% en Afrique subsaharienne. Alors, ce 120% en Afrique subsaharienne, il faut bien voir que, bon, ce sont évidemment des projections. Enfin, si on situe ce chiffre historiquement, dans les 40 ou 45 années précédentes, la productivité de la terre en Afrique subsaharienne, en équivalent calories, toujours, elle a augmenté d'un peu plus de 100%. Donc vous voyez que l'idée, c'est que voilà, il faut augmenter assez fortement, il faut accélérer, en fait, l'effort d'intensification de la productivité de la terre, notamment donc dans cette région d'Afrique subsaharienne. Un petit peu de retour aux fondamentaux, mais je pense que dans le débat qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être nécessaire. Ce qui me semble devoir être dit quand même, quand on parle du débat sur la productivité agricole, c'est de rappeler, ne serait-ce que rapidement, pourquoi il est important d'accroître la productivité, même si j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu des évidences. Mais dans les débats qu'on a, avec les impacts sociétaux, c'est pas forcément si évident. Je pense que la première chose, ça c'est un petit peu, c'est la théorie économique de base, hein, l'agriculture n'a pas grand-chose à voir là-dedans, c'est que la productivité, c'est presque une notion magique en quelque sorte. Voilà, c'est ce qui permet de concilier ou de réconcilier les intérêts des producteurs et des consommateurs. Des producteurs parce que j'augmente ma productivité, au moins théoriquement et mécaniquement, je peux augmenter mon revenu, et le consommateur parce que si la hausse de la productivité se fait par une baisse des coûts de production unitaires, au moins en théorie, eh bien, ça peut avoir un effet d'entraînement à la baisse sur les prix alimentaires. Donc c'est une notion un petit peu magique, au moins en théorie, bien sûr. À côté de ça, je pense qu'il faut insister, pour le débat qui nous intéresse ici, particulièrement sur deux choses. D'abord, sur le fait que l'augmentation des revenus agricoles est une clé de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Tout simplement parce que quand on regarde la population qui est touchée par l'insécurité alimentaire dans le monde, c'est majoritairement des populations rurales et qui vivent directement ou indirectement de l'agriculture. Donc, il faut faire très attention. Sécurité alimentaire, c'est pas uniquement, bien sûr, est-ce qu'on va disposer de suffisamment de produits alimentaires. L'aspect production, c'est aussi, bien sûr, au moins autant une question de pouvoir d'achat, de capacité à acheter, et la capacité des ruraux, précisément, mais elle est bien souvent bien trop faible, et ça les conduit dans un état d'insécurité alimentaire. Deuxième élément qui me conduit à dire que c'est vraiment une spécificité de l'Afrique subsaharienne par rapport à toutes les autres régions quand on regarde les projections démographiques qui sont faites. En fait, l'Afrique subsaharienne serait la seule région dans laquelle la population rurale continuerait d'augmenter dans les prochaines décennies. Alors, il y a des projections qui sont faites à ce niveau-là. Je pense qu'il faut être assez modeste dans les chiffres qui sont publiés. Mais enfin, on voit bien que il est assez probable, disons ça comme ça, pour ne pas dire fortement probable, qu'on ait effectivement dans les prochaines décennies encore un accroissement de la population active en valeur absolue, non pas en pourcentage du total, mais un accroissement de la population active, donc travaillant dans l'agriculture. Et la conséquence, c'est que quand on s'intéresse à l'accroissement de la productivité du travail agricole, qui est le premier déterminant du revenu, l'évolution du revenu agricole,
Eh bien, on peut penser que cet accroissement de la productivité du travail agricole dans cette région, il passera essentiellement par une forte hausse de la productivité de la terre, parce que la surface disponible par actif agricole diminue. Quelques chiffres, en 1961, on était un petit peu moins de 2 hectares. On est tombé, vous voyez, 1,2 hectares en 2006. Les projections de la FAO, en fait, c'est Dorin qui a repris ça, mais on serait pratiquement à 0,8 hectares en 2050. Et quand on introduit une projection, les éléments de la révision démographique 2015, on pourrait en fait tomber à 0,6 hectares par actif agricole en 2050. Deuxième élément qui me semble nécessaire de rappeler pourquoi il faut accroître la productivité agricole, c'est améliorer la compétitivité des agriculteurs les plus faibles, des pays en développement, plus particulièrement des pays les moins avancés sur le marché mondial. Vous avez ici quelques chiffres qui sont tirés des indicateurs de la Banque mondiale, qui rappellent, ce sont des chiffres énormes, tellement énormes qui sont jamais véritablement commentés ou qui suscitent véritablement, récemment en tout cas, de réflexions, à mon sens, assez fortes. Mais enfin, la productivité du travail agricole, mesurée cette fois en valeur ajoutée brute, en dollars par la Banque mondiale. Pays à revenus faibles, il est à $300, revenus intermédiaires à peu près 1000, et 24 000 en moyenne dans les pays à revenus élevés. Bon. Et enfin, dernier élément, réduire la mise en culture de sols fragiles et de forêts pour éviter d'avoir donc à mettre en culture trop de nouveaux sols, précisément, et de déboiser. Alors, productivité, le problème, c'est un mot qui fait peur, pour de bonnes et de mauvaises raisons, hein, constatons-le simplement. À mon sens, il y a beaucoup une confusion avec le productivisme, qui est aujourd'hui en accusation pour des raisons qui peuvent être d'ailleurs tout à fait légitimes. Crainte pour la diversité des productions agricoles et des régimes alimentaires, crainte sur la concentration de l'économie, crainte pour l'emploi agricole dans la communauté de développement dans laquelle travaille Farm. C'est vrai que augmentation démographique, en particulier en Afrique subsaharienne, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour la productivité, pour l'emploi, si on évacue, si je puis dire, un certain nombre d'actifs agricoles. Pour finir, 2-3 éléments pour illustrer le défi du changement climatique en Afrique. D'abord, en Afrique subsaharienne, on a pris sur la base de quelques études l'hypothèse d'une baisse de 8% de la production alimentaire, qui pourrait provenir soit des surfaces, soit des rendements. On n'a pas choisi en quelque sorte, c'est un chiffre moyen. Et en intégrant en outre la révision démographique 2015 de l'ONU, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en Afrique, il y a un risque réel de repasser sous le niveau de consommation calorique par personne de 2006, 2400 kilocalories par personne, ou d'accroître très fortement le déficit des échanges alimentaires. Toujours en Afrique subsaharienne, un risque de paupérisation du monde agricole, sachant que, avec donc effet changement climatique et effet révision à la hausse de la démographie, eh bien d'ici à 2050, on pourrait avoir une quasi-stagnation de la productivité du travail agricole, plus 9%, ce qui serait effectivement très faible. Enfin, sur la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, forte contrainte due à la fois à une demande croissante, liée notamment à une augmentation de la population de pratiquement 45% en moyenne, avec peu de marge de manœuvre sur l'offre. La limite des surfaces cultivables est déjà dépassée depuis un certain temps. Donc on cultive des sols qui sont déjà, pour une bonne partie, de mauvaise qualité, assez fragiles. Et puis un tiers des terres sont déjà irriguées. Il y a encore des marges de manœuvre, mais elles sont assez faibles selon les régions. La dépendance de la région aux importations alimentaires est déjà très élevée, d'à peu près 40%. D'après les projections INRA pour Pluriagri, cette dépendance pourrait atteindre 45% d'ici à 2050 et même 50% avec un effet du changement climatique. Et par ailleurs, se pose également, comme en Afrique subsaharienne, peut-être légèrement moindre, mais à peine, le problème d'un niveau de productivité du travail agricole qui est faible en valeur absolue et qui pourrait malheureusement évoluer assez faiblement dans les prochaines décennies. Enfin, ces quelques chiffres moyens sur la région Afrique du Nord cachent en fait des situations très contrastées selon les sous-régions, puisque le Maghreb, le Moyen-Orient et le Proche-Orient,
le Proche-Orient, pourrait connaître un accroissement de la dépendance aux importations alimentaires qui augmenterait bien plus rapidement, bien plus haut que 50%, mais vous voyez, on situerait entre 65 à 70%, 55% en Égypte. La surprise de l'étude, une des surprises de l'étude, c'est la situation de la Turquie, qui pourrait devenir exportatrice nette de calories alimentaires, grâce notamment à une extension des terres cultivées. Bon, on est là, vous le comprenez bien, dans une zone assez incertaine, mais enfin, voilà, je pense que ce sont des points de repère assez utiles. Conclusion, une situation très préoccupante en Afrique, avec des implications géopolitiques fortes, migration, sécurité, conflit, bien sûr. Je pense qu'il faut le dire et le répéter. Les quelques études qu'on fait servent, je pense, aussi à ça. Et bien sûr, cette situation appelle des politiques publiques volontaristes en faveur du monde agricole, en particulier des petits producteurs, puisque ces régions, c'est à 80 ou 90% des petits, voire des tout petits producteurs. Je terminerai en disant que pour les gens qui s'intéressent aux problématiques de développement, je pense que l'enjeu du changement climatique, c'est parmi beaucoup d'autres choses, enfin j'insisterai sur 2 points. Il y a bien sûr toutes les conséquences qu'on peut en tirer, en particulier pour la recherche, variétés tolérantes à la sécheresse, génétique animale et autres. Je ne rentre pas là-dedans, il y a des conclusions plus ou moins évidentes, donc un champ énorme pour la recherche et l'innovation. Mais j'insisterai également sur le dernier point, qui est que ces enjeux de sécurité alimentaire, ils datent pas d'hier. En réalité, j'aurais pu vous dire pratiquement la même chose sans la question du changement climatique. Le changement climatique, c'est en quelque sorte la mauvaise cerise sur le gâteau. Si la focalisation sur le changement climatique peut permettre enfin à certains mondes politiques en général, à certaines organisations internationales, de découvrir que véritablement les enjeux de sécurité alimentaire dans ces régions sont extrêmement importants, alors tant mieux. Ça voudra dire aussi, ça sera peut-être un signe que les 17 objectifs de développement durable qui visent à mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités, l'injustice et faire face au changement climatique d'ici à 2030, ces objectifs de développement durable donc servent également à remettre l'agriculture et l'alimentation au devant de la scène. Encore une fois, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas problème climatique, mais voilà. Au moins en termes de communication et de débat politique, tirons parti de ce qui se passe et profitons-en pour montrer à quel point il faut se préoccuper de l'agriculture. Merci.